Au chevet de ma fille, ma sœur murmura bruyamment, « Peut-être vaut-il mieux qu'elle ne survive pas, que sa mère est une malédiction. » Les proches acquiescèrent. Mon fils de 7 ans se leva. « Tante Lisa, dois-je dire à tout le monde ce que tu as fait quand maman dormait ?» Le médecin resta figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je n'oublierai jamais le son du moniteur cardiaque bipant à côté du lit d'hôpital de ma fille, ni le moment où ma sœur Lisa s'est penchée sur son corps inconscient et a dit « Peut-être vaut-il mieux qu'elle ne survive pas. Sa mère est une malédiction. » Ces mots m'ont frappé comme de véritables coups, chaque syllabe plus tranchante que la précédente. Mais ce qui s'est passé ensuite? Cela a fait tomber son presse-papier au médecin et a fait pousser un cri d'horreur à mes proches. Mon fils de 7 ans est devenu notre héros inattendu ce jour-là. Et il faut que vous compreniez exactement comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Rachel, j'ai 34 ans et je suis mère célibataire depuis maintenant 2 ans. Ma fille Mélodie vient d'avoir 9 ans le mois dernier. Nous avons fêté ça avec un gâteau au chocolat fait maison et des décorations achetées dans un magasin à $1, car notre budget était serré, mais son sourire illuminait tout notre appartement. Elle se fichait des fêtes coûteuses. Elle disait que m'avoir, moi et son petit frère, à ses côtés était le seul cadeau dont elle avait besoin. C'est le genre d'enfant qu'elle est. Était, non, elle est. Elle est toujours là. Elle se bat toujours. Mon fils Bryce a 7 ans, presque 8, comme il aime le rappeler à tout le monde. Il a des cheveux châtain clair en bataille qui se dressent sur sa tête, peu importe mes efforts pour les dompter, et des yeux gris et sérieux qui semblent tout voir. Les gens remarquent toujours à quel point il est silencieux, mais ils prennent son silence pour de la timidité. Bryce n'est pas timide. Il est observateur. Il regarde. Il écoute. Et il se souvient de tout. Ce trait de caractère allait sauver notre famille. Le cauchemar a commencé un mardi matin. Mélodie devait participer à une sortie scolaire au Muséum d'Histoire Naturelle avec sa classe de CM1. La mère de sa meilleure amie Harper, Jennifer, s'était portée volontaire pour conduire un groupe d'enfants. J'avais préparé le déjeuner de Mélodie la veille, je m'étais assuré qu'elle avait son autorisation de sortie et je lui avais donné $20 pour la boutique de souvenirs. Ce matin-là, elle m'avait serré très fort dans ses bras. « Je t'aime, maman », avait-elle dit en sautillant vers la porte, son sac à dos couvert d'écussons arc-en-ciel que nous avions cousus ensemble pour cacher les endroits usés. « Je t'aime encore plus, mon bébé », lui avais-je lancé. 3 heures plus tard, j'ai reçu l'appel que tous les parents redoutent. Il y avait eu un accident. Une camionnette avait grillé un feu rouge et avait percuté de flanc le monospace de Jennifer du côté passager. Le côté passager où ma fille était assise. Les autres enfants s'en sont sortis avec des bleus et des coupures mineures. Harper avait le poignet cassé. Jennifer souffrait d'un coup du lapin, mais ma Mélodie, ma petite fille, a encaissé tout le choc. Hémorragie interne, traumatisme crânien, côte fracturée et poumons perforés. Les ambulanciers ont dit qu'elle avait de la chance d'être en vie. De la chance. Ce mot sonnait comme une moquerie alors que je me tenais dans cette chambre d'hôpital, regardant les machines respirer pour ma fille. Les médecins de l'hôpital pour enfants se sont occupés d'elle pendant 9 heures ce premier jour. Le docteur Harrison, chef du service de traumatologie pédiatrique, avait l'air épuisé quand il est enfin venu me donner des nouvelles. « Elle est stable pour l'instant », a-t-il dit prudemment. Mais les 72 prochaines heures sont critiques. Son cerveau enfle et nous avons dû la plonger dans un coma artificiel pour donner à son corps les meilleures chances de guérir. Je me souviens avoir hoché la tête comme si je comprenais, mais les mots flottaient simplement autour de moi. Coma artificiel, édème cérébral, état critique. C'était ma petite fille qui apprenait à faire du vélo sans petite roue, qui dormait encore avec son éléphant en peluche nommé Cacahuète, qui voulait devenir biologiste marine quand elle serait grande parce qu'elle adorait les dauphins. La nouvelle s'est répandue rapidement dans notre famille. Ma sœur Lisa est arrivée en moins d'1 heure, parcourant les couloirs de l'hôpital avec le cliquetis de ses talons de créateur, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, même en pleine crise. Elle a 38 ans, 4 de plus que moi, et elle ne m'a jamais laissé l'oublier. Lisa dirige une agence immobilière prospère, conduit une Mercedes blanche et vit dans une maison qui semble sortie d'un magazine. Pas d'enfant, plus de mari depuis que Richard l'a quitté l'année dernière. Juste elle et sa réussite. « Oh, Rachel », dit-elle en me prenant dans une étreinte qui sentait le parfum de luxe. « Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. Je m'occupe de tout. » Ça aurait dû être mon premier avertissement. Lisa ne s'occupait des choses que lorsqu'elle y trouvait son compte. Mon frère Todd est arrivé ensuite, directement de son chantier.
Ses chaussures de travail laissaient des empreintes de poussière sur le sol immaculé de l'hôpital, et sa chemise en flanelle était déchirée à l'épaule. Todd a 35 ans, bâti comme notre père, tout en épaules larges et en mains calleuses. Il m'a serré dans une étreinte d'ours qui semblait vraiment sincère, vraiment réconfortante. « Elle est dure comme toi, Rash », m'a-t-il murmuré. « Elle va s'en sortir. » Puis est venue ma mère, Gloria, 71 ans, se déplaçant lentement avec son déambulateur depuis sa prothèse de hanche. Maman vivait avec Lisa depuis 1 an, depuis la mort de papa d'une crise cardiaque. Elle aurait voulu rester dans leur vieille maison, mais Lisa l'avait convaincue qu'elle ne pouvait pas se débrouiller seule. J'avais proposé de l'accueillir avec les enfants, mais Lisa avait ri, dans ce minuscule appartement. Maman a besoin de soins appropriés, Rachel. Pas de bonnes intentions. Le défilé des proches a continué. Tante Paula, la sœur cadette de ma mère, une directrice d'école à la retraite qui avait toujours un avis sur la façon dont j'élevais mes enfants. Oncle Jérôme, le mari de Paula, qui vendait des assurances et me rappelait constamment que j'étais sous-assuré. Ma cousine Vera, qui travaillait comme infirmière et a immédiatement commencé à remettre en question les décisions des médecins. La sœur de maman, tante Dolly, qui vivait en Floride mais se trouvait être en visite. Ils se sont tous rassemblés dans cette chambre d'hôpital, formant un demi-cercle autour du lit de Mélodie. Et j'aurais dû me sentir soutenu. J'aurais dû me sentir aimé. Mais quelque chose n'allait pas. J'ai surpris les regards qu'ils échangeaient quand ils pensaient que je ne regardais pas. Les conversations chuchotées qui cessaient à mon approche. La façon dont Lisa posait sa main sur mon épaule en disant « Tu dois être réaliste, Rachel. » Réaliste à propos de quoi? Ma fille avait 9 ans. Elle avait toute la vie devant elle. Il n'y avait rien de réaliste à l'abandonner. Mais le pire de tout, était encore à venir. Car pendant que j'étais assise là, tenant la main de ma fille, priant pour qu'elle se réveille, ma propre famille complotait contre nous. Et sans mon fils de 7 ans et sa décision de se lever au moment le plus crucial, j'aurais peut-être tout perdu. Bryce avait été mon ombre pendant toute cette épreuve. L'hôpital avait des règles concernant les enfants en visite aux soins intensifs, mais le docteur Harrison a fait une exception quand il a vu comment Bryce s'est simplement planté sur cette chaise et a refusé de bouger. « Je reste avec maman et Mélodie », avait-il annoncé de sa manière sérieuse, et quelque chose dans son ton a fait taire toute argumentation. Il avait apporté son livre de coloriage et ses crayons, ceux que je lui avais achetés au magasin à $1, et il restait assis là pendant des heures, remplissant méticuleusement des images de super-héros et de voitures de course. Mais je savais qu'il ne faisait pas que colorier. Il observait. Il écoutait. Il faisait ce que Bryce faisait toujours. Il absorbait tout ce qui l'entourait et le stockait dans son esprit vif. Ce qui s'est passé ensuite allait prouver que parfois, les plus petits soldats livrent les plus grandes batailles, et que la vérité dite par un enfant peut briser les mensonges que les adultes se racontent. La confrontation approchait, et quand elle arriverait, elle changerait tout ce que nous pensions savoir sur la famille, la loyauté et l'amour. La scène était prête. Les acteurs étaient en place, et mon fils de 7 ans était sur le point d'exposer des secrets qui détruiraient les façades parfaites que ma famille avait bâties. Mais pour comprendre toute la portée de ce que Bryce a fait, vous devez savoir exactement ce qui s'est passé lorsque l'épuisement a finalement eu raison de moi, au 3e jour de notre veillée à l'hôpital. 3 jours avant la confrontation qui allait briser ma famille, l'accident de Mélodie avait bouleversé notre monde. La sortie scolaire était censée être le point culminant de son année. Elle parlait du Muséum d'histoire naturelle depuis des semaines, en particulier de la nouvelle exposition sur l'océan avec les squelettes de dauphins et les bassins interactifs. Jennifer, la mère d'Harper, était l'une de ces mères super organisées qui se portent toujours volontaires. Elle avait un monospace impeccable avec des rehausseurs appropriés et mettait toujours de la musique pour enfants. Je lui faisais entièrement confiance. La camionnette qui les a percutés roulait à 80 km/h en grillant un feu rouge. Le conducteur cherchait son téléphone, a dit la police plus tard. Une seconde d'inattention, et ma fille en a payé le prix. L'impact a écrasé la porte coulissante juste là où Mélodie était assise. Ils ont dû utiliser les pinces de désincarcération pour la sortir pendant qu'Harper hurlait à sa meilleure amie de se réveiller. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ils ne m'ont pas laissé la voir tout de suite. Une infirmière aux yeux bienveillants m'a tenu les épaules et m'a dit que Mélodie était au bloc opératoire, que les médecins faisaient tout leur possible. Ce furent les 9 heures les plus longues de ma vie. J'ai fait les 100 pas dans cette salle d'attente jusqu'à mémoriser chaque tache sur la moquette, chaque fissure dans les murs vert pâle, chaque scintillement des néons. Notre vie avant l'accident n'était pas parfaite, mais c'était la nôtre. Après le départ de Denny il y a 2 ans,
Prétextant qu'il avait besoin de se trouver, j'ai reconstruit notre petite famille à partir de rien. Le divorce avait été brutal. Denny s'est battu sur tout, de la garde des enfants à qui gardait la cafetière. Il a fini par déménager à Seattle, soi-disant pour un nouveau départ avec une femme nommée Tanya rencontrée en ligne. Les enfants recevaient des cartes d'anniversaire avec des chèques qui revenaient parfois sans provision et des appels téléphoniques qui se faisaient de plus en plus rares chaque mois. Je cumulais 2 emplois pour nous maintenir à flot. La journée dans un cabinet dentaire pour la facturation et les assurances. Le soir dans une épicerie à remplir les rayons après que les enfants soient couchés. Ma voisine, Madame Chen, les gardait pour $10 de l'heure, tout ce que je pouvais me permettre. Certains soirs, je rentrais à minuit pour trouver Bryce en train de lire à Mélodie leur série de livres préférés sur un scientifique qui voyage dans le temps. Il avait repris ce rituel quand mes gardes du soir avaient commencé. L'appartement était petit mais propre. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine ouverte sur un salon juste assez grand pour notre canapé d'occasion et la télé que j'avais achetée dans un vide-grenier. Mélodie et Bryce partageaient une chambre sans se plaindre. Nous l'avions peinte nous-mêmes l'été dernier, un bleu doux avec des nuages phosphorescents au plafond. Mélodie avait dessiné des dauphins sautant entre les nuages, et je n'ai pas eu le cœur de lui dire que les dauphins ne volent pas. Ma famille avait son opinion sur notre situation, bien sûr. Lisa ne manquait jamais une occasion de souligner ce qui nous manquait. Ses enfants méritent mieux, Rachel, disait-elle, généralement en me montrant des photos de sa dernière maison à vendre. Ce 3 pièces à Maple Grove serait parfait pour vous. Si seulement tu avais fini tes études au lieu de tomber enceinte. Le commentaire sur la grossesse me piquait toujours. J'avais 24 ans, en 3e année de comptabilité, quand j'ai découvert que j'attendais Mélodie. Denny et moi nous sommes mariés à la mairie avec seulement nos parents. J'ai abandonné mes études pour travailler à plein temps pendant qu'il terminait son diplôme d'ingénieur. Le plan était que je reprenne mes études une fois qu'il serait bien établi. Ce plan, comme tant d'autres, ne s'est jamais concrétisé. Todd était différent de Lisa. Il me glissait de l'argent quand il le pouvait, prétendant toujours qu'il me le devait pour un pari imaginaire. Il venait le week-end pour réparer des choses dans l'appartement, apportant ses outils et son soutien silencieux. « Tu te débrouilles super bien, sœurette », disait-il en remplaçant un robinet qui fuyait ou en bouchant un trou dans le mur. « Ces enfants ont de la chance de t'avoir. » La relation avec ma mère était devenue compliquée depuis qu'elle avait emménagé chez Lisa. Elle était autrefois ma plus grande défenseuse, mais dernièrement, elle avait commencé à se faire l'écho des critiques de Lisa. « Peut-être devrais-tu envisager de laisser Mélodie passer les étés avec Lisa », avait-elle suggéré le mois dernier. Elle pourrait prendre des cours de tennis, aller à ce camp chic au bord du lac. « Maman, Mélodie ne veut pas de cours de tennis », avais-je répondu. Elle veut être avec sa famille. La famille ne paie pas les factures, Rachel, avait dit maman. Et quelque chose dans son ton semblait répéter, comme si elle prononçait des mots que quelqu'un d'autre lui avait soufflés. L'hôpital est devenu notre nouveau monde après l'accident. Le service de soins intensifs pédiatriques était à la fois terrifiant et étrangement réconfortant. Les infirmières étaient très compétentes. Elles parlaient à Mélodie comme si elle pouvait les entendre, lui expliquant ce qu'elle faisait, lui parlant du temps qu'il faisait dehors. Le docteur Harrison avait une confiance calme qui m'empêchait de m'effondrer complètement. Il avait peut-être 50 ans, des cheveux grisonnants et des photos de ses propres enfants sur son badge. Nous surveillons sa pression intracrânienne, a-t-il expliqué le 2e jour. L'édème est notre plus grande préoccupation en ce moment. Son corps a besoin de temps pour guérir, et le coma artificiel lui donne cette chance. Les enfants sont remarquablement résilients, Madame Carter. Ne perdez pas espoir. Espoir ? Je me suis accroché à ce mot comme à un radeau de sauvetage. L'espoir était tout ce que j'avais pendant que des machines respiraient pour ma fille et que des perfusions lui donnaient les nutriments qu'elle aurait dû recevoir du déjeuner que j'avais préparé avec tant de soin. Le sandwich au beurre de cacahuète sans la croûte, les tranches de pommes qui ne bruniraient pas parce que je les avais arrosées de jus de citron, le mot que je glissais toujours à l'intérieur qui disait « Maman t'aime jusqu'à la lune et retour ». Le 3e jour, l'épuisement a finalement eu raison de moi. J'étais éveillé depuis près de 72 heures, survivant au café de l'hôpital et à la nourriture des distributeurs que Todd m'apportait. Mes yeux me brûlaient, ma tête me lançait, et mon corps semblait fait de plomb. Je tenais la main de Mélodie, lui chuchotant des histoires sur l'été où nous irions à la plage quand elle irait mieux, quand le sommeil m'a tout simplement emporté. Un instant, je lui parlais de construire des châteaux de sable. L'instant d'après, j'étais parti, la tête posée sur le bord de son lit.
Je me suis réveillé au son de voix, mais quelque chose m'a poussé à garder les yeux fermés. Peut-être le ton. Ce ton feutré et conspirateur que les gens utilisent quand ils disent des choses qu'ils ne devraient pas. La voix de Lisa a percé le bip silencieux des machines. « Regarde-la » a dit Lisa. Et je pouvais entendre le dédain dégouliner de chaque mot. Rachel a toujours porté la poisse. D'abord, Denny l'a quittée, puis elle a perdu son emploi à la banque. Maintenant ça. Peut-être vaut-il mieux que Mélodie ne survive pas. Sa mère est une malédiction. Mon sang s'est glacé. Ma propre sœur, debout au-dessus de ma fille inconsciente, prononçait ces mots. Je voulais crier, me lever et la jeter dehors, mais le choc me paralysait. À travers mes yeux à peine ouverts, je pouvais voir tante Paula hocher la tête. « Tu as peut-être raison », répondit Paula, sa voix de maîtresse d'école donnant l'impression qu'elle discutait d'un plan de cours plutôt que de la vie de mon enfant. Cette pauvre enfant aurait du mal à grandir avec Rachel qui peine à joindre les deux bouts, et les factures médicales à elle seule la mettront en faillite. Quelle vie est-ce là? Oncle Jérôme, qui avait fait fortune en vendant des polices d'assurance vie en effrayant les gens avec les pires scénarios, ajouta sa sagesse. Si le pire arrive, au moins la petite ne souffrira pas. Rachel peut à peine prendre soin d'elle-même, sans parler de 2 enfants. Elle s'épuise au travail pourquoi? Un appartement exigu et des céréales de sous-marque. Je me suis mordu la lèvre si fort que j'ai senti le goût du sang. Ces gens avaient mangé à ma table, célébré les anniversaires de mes enfants, accepté la modeste hospitalité que je pouvais offrir. Et maintenant ils se tenaient autour du lit de ma fille, discutant de sa mort comme si c'était un acte de pitié. Lisa n'avait pas fini. Elle ne l'était jamais quand elle flairait une opportunité. J'ai déjà parlé à mon ami avocat, Martin. Si Mélodie ne s'en sort pas et que nous pouvons prouver que Rachel est inapte, Bryce pourrait venir vivre avec moi. Je peux lui donner la vie qu'il mérite. École privée, fonds pour l'université, stabilité. Ce garçon est brillant. C'est un crime de gaspiller son potentiel à l'école publique. Comment prouverais-tu qu'elle est inapte? Demanda tante Paula, et je pouvais entendre l'intérêt dans sa voix. Je documente les choses, dit Lisa nonchalamment. Les fois où elle les a laissées avec cette femme chinoise parce qu'elle ne peut pas se permettre une vraie garde d'enfants. Les vêtements d'occasion. Le fait qu'elle leur donne des macaronis au fromage 3 soirs par semaine. Martin dit que les tribunaux examinent l'ensemble du tableau de la négligence. Des macaronis au fromage. Mes enfants adoraient les macaronis au fromage. Nous les rendions spéciaux avec des morceaux de saucisse et appelions ça « dîner de fête ». Ils riaient et en redemandaient. Pour Lisa, c'était de la négligence. Et Todd? Demanda Jérôme. Il ne s'y opposera pas? Lisa rit, un son froid que je ne lui avais jamais entendu. Todd peut à peine prendre soin de lui-même. De plus, il sait que j'ai raison. Il a juste pitié de Rachel parce que c'est sa petite sœur. La culpabilité, ce n'est pas la même chose que de penser qu'elle est une bonne mère. Dans ma vision périphérique, je pouvais voir Bryce, assis sur sa chaise dans le coin. Son livre de coloriage était ouvert, mais son crayon ne bougeait pas. Il écoutait chaque mot, son petit corps tendu. Une partie de moi voulait le protéger de tout ça, mais je ne pouvais toujours pas bouger. Ni parler. La trahison me paralysait. D'autres parents sont arrivés au cours de l'heure suivante, et Lisa menait la danse comme une sorte de conseillère en deuil avec un agenda caché. Chaque fois, elle les prenait à part, parlant sur ce même ton feutré. Je captais des fragments alors qu'ils me croyaient endormi. À ma cousine Vera, les médecins ne font que prolonger l'inévitable. Rachel est trop émotive pour prendre des décisions rationnelles. À tante Dolly, si nous présentons tous un front uni, nous pouvons convaincre Rachel de laisser Mélodie partir en paix. C'est la chose chrétienne à faire. À un cousin dont je ne reconnaissais pas la voix, j'ai une procuration toute prête. Dans son état, Rachel pourrait signer n'importe quoi. Il parlait de ma fille comme si elle était déjà partie. Il se partageait mes enfants comme des biens lors d'une vente de succession. Lisa prendrait Bryce parce qu'il était prometteur. Peut-être que Todd pourrait prendre des nouvelles de Rachel de temps en temps, pour s'assurer qu'elle ne fasse rien de dramatique dans son chagrin. Maman est restée silencieuse pendant tout ce temps, le grattement de son déambulateur contre le sol de temps à autre lorsqu'elle bougeait, mais sans jamais prendre la parole, sans jamais nous défendre, Mélodie et moi. Le pire, c'est quand Lisa s'est penchée directement sur Mélodie et a chuchoté, comme si ma fille inconsciente pouvait l'entendre. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tante Lisa prendra bien soin de Bryce. Il aura tout ce que tu aurais voulu pour lui. Les meilleures écoles, les meilleures opportunités, des choses que ta mère n'aurait jamais pu vous offrir. »
Elle écrivait la nécrologie de ma fille et planifiait l'avenir de mon fils. Alors que le cœur de Mélodie battait encore, que sa poitrine se soulevait et s'abaissait encore au rythme du ventilateur, alors qu'il y avait encore de l'espoir. Le docteur Harrison avait dit que les enfants étaient résilients. Il avait dit de ne pas perdre espoir. Mais ma famille avait déjà baissé les bras. Non, pire que ça. Ils attendaient la fin avec impatience. Je sentis des larmes couler sur mes joues, mais je n'osais pas les essuyer. Le moindre mouvement me trahirait, et j'avais besoin de tout entendre. J'avais besoin de savoir exactement qui étaient vraiment ces gens. La famille en qui j'avais eu confiance, sur laquelle je m'étais appuyé, que j'avais aimé malgré leurs défauts, s'était révélée être une bande de vautours tournoyant autour de ce qu'ils supposaient être une proie mourante. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient oublié Bryce. La porte s'ouvrit avec son sifflement pneumatique familier, et le docteur Harrison entra avec son équipe. 2 internes l'encadraient, tablette à la main, ainsi qu'une infirmière que je reconnus comme étant Stéphanie, qui avait été particulièrement gentille avec Mélodie. Le changement soudain dans la pièce était palpable. Les vautours se sont redressés et ont arboré leur masque de préoccupation. « Madame Carter », dit doucement le docteur Harrison, pensant clairement que j'étais endormi. Lisa s'avança immédiatement, se plaçant entre le médecin et moi. Elle est épuisée, docteur. Je suis sa sœur, Lisa. Peut-être devrions-nous parler dans le couloir et la laisser se reposer. En fait, cela concerne directement le traitement de Mélodie. Madame Carter doit entendre cela. Le docteur Harrison passa devant Lisa et s'approcha de moi. J'ouvris enfin les yeux, m'asseyant lentement comme si je venais de me réveiller. Mon dos me faisait mal à force d'être resté dans la même position. Je suis réveillé, dis-je, la voix rauque d'avoir pleuré. Qu'y a-t-il, docteur ? L'expression du docteur Harrison était sérieuse mais pas sombre. Les derniers scanners de Mélodie montrent que l'édème s'est stabilisé. Cependant, il y a une option chirurgicale dont nous devons discuter. C'est une procédure plus récente appelée craniotomie décompressive avec duroplastie. Nous retirions temporairement une section du crâne pour permettre au cerveau d'enfler sans causer de dommages supplémentaires, puis nous reconstruirions l'enveloppe protectrice. Quels sont les risques ? Demandai-je, connaissant déjà ma réponse mais ayant besoin des informations. Il y a des risques importants, admit-il. Infection, saignement, la possibilité que cela ne change pas l'issue. Mais il y a aussi une forte possibilité que cela donne à son cerveau l'espace dont il a besoin pour guérir correctement. Dans des cas similaires avec des enfants de l'âge de Mélodie, nous avons vu des récupérations remarquables. Le taux de réussite pour une amélioration significative est d'environ 60%. Lisa intervint immédiatement, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Docteur, en tant que sœur de Rachel, je pense que nous devons être réalistes quant à la qualité de vie ici. Même si Mélodie survit, quelle vie aurait-elle? Des lésions cérébrales, peut-être des handicaps graves. Peut-être devrions-nous envisager d'autres options. Les mots « autres options » flottaient dans l'air comme une sentence de mort. Je vis les sourcils du docteur Harrison se froncer légèrement devant l'empressement de Lisa à discuter d'alternatives. La seule option qui compte est de sauver ma fille, dis-je, me levant complètement, mes jambes tremblantes mais ma voix ferme. Quoi qu'il en coûte. Quand pouvez-vous faire l'opération ? Lisa toucha mon épaule avec ce que d'autres auraient pu interpréter comme de la sympathie, mais que je reconnaissais maintenant comme de la manipulation. Rachel, ma chérie, tu es épuisée et tu ne penses pas clairement. Les factures médicales seules pourraient détruire ton avenir, l'avenir de Bryce. Parfois, la chose la plus charitable est de laisser la nature suivre son cours. Tante Paula renchérit, Lisa a raison, ma chère. Tu dois aussi penser à Bryce. Comment t'occuperas-tu d'un enfant handicapé tout en travaillant à 2 emplois? Ce n'est pas juste pour lui. Ni pour Mélodie, ajouta oncle Jérôme. Veux-tu vraiment qu'elle se réveille pour lutter chaque jour? Ce n'est pas de l'amour, Rachel. C'est de l'égoïsme. La pièce semblait soudain plus petite. Tous ces gens qui faisaient pression avec leurs opinions sur la vie de ma fille, sur ce qui était charitable, égoïste, réaliste. Ma mère était assise, silencieuse, dans son fauteuil roulant, étudiant ses mains comme si elle détenait des réponses. Todd se tenait près de la fenêtre, la mâchoire serrée, l'air de vouloir parler mais de ne pas trouver les mots. C'est alors que mon fils de 7 ans se leva. Le bruit de son livre de coloriage tombant sur le sol fit se retourner tout le monde. Bryce marcha jusqu'au centre de la pièce avec une détermination que je ne lui avais vue que lorsqu'il avait décidé d'apprendre à faire ses lacets tout seul. Il s'était entraîné pendant des heures, refusant toute aide jusqu'à ce qu'il y arrive.
Sa voix était claire et forte, tranchant le brouhaha des adultes comme une lame. « Tante Lisa, est-ce que je dois raconter à tout le monde ce que tu as fait pendant que maman dormait ?» Lisa devint blême si rapidement que je crus qu'elle allait s'évanouir. « Bryce, mon chéri, de quoi parles-tu » Le docteur Harrison s'était figé au milieu d'une phrase, sa tablette suspendue en l'air. Les internes échangèrent un regard. Stéphanie, l'infirmière, fit un petit pas en avant, comme prête à protéger Bryce si nécessaire. « Je sais ce que tu as fait, » dit Bryce, ses yeux gris fixés sur ceux de Lisa. « Je t'ai vu. » « C'est ridicule, » dit Lisa, mais sa voix avait monté d'une octave. « Il a 7 ans. Il est confus et bouleversé pour sa sœur. »« Je ne suis pas confus, » dit Bryce, et il y avait quelque chose de presque adulte dans son ton. « Tu as fouillé dans le sac à main de maman quand elle dormait. Tu as pris des photos de tous ses papiers, ses relevés de banque, ses factures, l'avis de coupure d'électricité du mois dernier que maman a réglé en faisant des heures supplémentaires. » Lisa essaya de rire, mais le son sortit étranglé. Même si c'était vrai, j'essayais probablement juste d'aider à régler les finances de la famille. « Alors pourquoi as-tu appelé quelqu'un nommé Martin juste après ?» continua Bryce, ses petites mains serrées le long de son corps. « Pourquoi lui as-tu dit de commencer les démarches et que tu aurais tout ce qu'il faut pour prouver que maman est inapte ?» La pièce devint complètement silencieuse, à l'exception du bip régulier des moniteurs de mélodie. Le docteur Harrison abaissa lentement sa tablette, son attention entièrement tournée vers le drame qui se déroulait sous ses yeux. Mes proches se tenaient figés comme des statues coupables. « Et le mois dernier, » poursuivit Bryce, sa voix gagnant en force à chaque mot, « quand tu nous as gardés, tu m'as dit que maman était faible. Tu as dit qu'elle ne pouvait pas s'occuper de nous correctement. Tu as dit que s'il arrivait quelque chose de grave, je devrais dire au juge que je voulais vivre avec toi. Tu m'as fait promettre de ne rien dire à maman. Tu as dit que ça lui ferait de la peine. » La bouche de Lisa s'ouvrit et se ferma comme un poisson, cherchant de l'air. « J'essayais juste de te préparer aux éventualités ?» ?»« Non, » dit fermement Bryce. « Tu mentais. Maman n'est pas faible. Elle a 2 emplois et nous aide quand même à faire nos devoirs. Elle nous prépare notre déjeuner tous les jours avec des mots qui disent qu'elle nous aime. Elle nous lit des histoires même quand elle est si fatiguée qu'elle peut à peine garder les yeux ouverts. Maman est restée debout toute la nuit quand Mélodie avait la grippe, lui mettant des serviettes froides sur le front et chantant la chanson des dauphins que Mélodie aime. Ce n'est pas être faible. Toi, tu es faible, parce que tu ne vois pas ce qui compte vraiment. » Bryce sortit de sa poche l'iPhone 6 usé que je lui avais donné il y a des mois. Il tenait à peine la charge et l'écran avait une fissure, mais il le chérissait parce qu'il pouvait jouer à des jeux simples et prendre des vidéos. « Maman m'a appris à toujours dire la vérité et à défendre ce qui est juste, » dit-il en levant le téléphone. Alors, comme tante Lisa n'arrêtait pas de dire des choses méchantes sur maman, j'ai fait ce que maman m'a appris sur le fait de documenter les choses importantes. Je l'ai enregistré. Lisa se jeta en avant. C'est une conversation privée. Tu ne peux pas enregistrer les gens sans leur permission. Le docteur Harrison s'interposa entre Lisa et Bryce, son instinct protecteur évident. Madame, veuillez reculer. Écoutons ce que l'enfant a à dire. D'une main tremblante, je pris le téléphone de Bryce. Mon doigt plana sur le bouton de lecture un instant avant que j'appuie. La voix de Lisa emplit la chambre d'hôpital, d'une clarté cristalline malgré le petit haut-parleur du téléphone. Une fois que j'aurai prouvé l'incompétence de Rachel, j'obtiendrai la garde des 2 enfants, disait la voix enregistrée de Lisa. Les prestations de survivants de la police d'assurance vie de leur père valent à elles seules 300 000 $. Rachel ne sait même pas que Denny l'a mise à jour avant de mourir dans cet accident d'avion le mois dernier. Son avocat m'a contacté en tant que bénéficiaire secondaire pour localiser les enfants. Je lui ai dit que je m'occuperais d'informer Rachel au moment opportun. La pièce explosa. Mes jambes se dérobèrent et Todd me rattrapa avant que je ne touche le sol. Denny est mort, ai-je haleté, les mots semblant irréels. Il est mort le mois dernier et tu le savais. Le visage de Lisa était passé de pâle à gris. Son sang-froid parfait se fissura complètement. J'allais te le dire au bon moment ? Le bon moment ? Gronda la voix de Todd, plus en colère que je ne l'avais jamais entendue. Quand ? Après l'enterrement de Mélodie ? Après que tu aies volé Bryce ? L'enregistrement n'était pas terminé. La voix de Lisa continuait, Denny ne s'est jamais remarié. Cette femme, Tanya, était juste quelqu'un avec qui il est sorti brièvement. Il a suivi une thérapie, est devenu sobre et prévoyait de renouer avec les enfants. Tout son héritage leur revient, avec Rachel comme tutrice, à moins qu'elle ne soit jugée inapte.
Dans ce cas, il revient au tuteur secondaire, qu'il m'a désigné il y a 2 ans pendant le divorce, quand Rachel était difficile au sujet des arrangements de garde. Je me suis souvenu que Lisa avait proposé d'être la tutrice de secours, disant que cela montrerait au tribunal que nous avions un soutien familial. J'avais été reconnaissante, pensant qu'elle m'aidait à garder mes enfants. Il y a plus, dit Bryce doucement. Il glissa vers un autre enregistrement. Celui-ci date du mois dernier, quand Lisa nous a gardés. Écoute bien, Bryce, disait la voix de Lisa. Ta mère fait de son mieux, mais elle n'est pas équipée pour vous donner, à Mélodie et à toi, ce que vous méritez. J'ai une grande maison avec une piscine. Tu pourrais avoir ta propre chambre, un ordinateur, tout ce que tu veux. S'il arrive quelque chose, si quelqu'un te demande où tu veux vivre, tu devrais dire avec moi. Ce serait mieux pour tout le monde. Et maman, demandait la petite voix de Bryce sur l'enregistrement. Ta mère finirait par comprendre. Elle sait qu'elle ne peut pas subvenir à vos besoins correctement. Travailler dans une épicerie, vivre dans ce minuscule appartement. Ce n'est pas une vie pour des enfants avec votre potentiel. Le docteur Harrison posa complètement sa tablette. Mademoiselle, je pense que vous devriez partir. La sécurité est en route. C'est une affaire de famille, balbutia Lisa, essayant de reprendre le contrôle. Cet enregistrement ne veut rien dire. Je m'inquiétais du bien-être des enfants. Vous vous inquiétiez pour 300 000 $, dit tante Paula, et je fus choqué d'entendre le dégoût dans sa voix. Mon Dieu, Lisa. Denny est mort, et tu n'as rien dit à ta propre sœur. Tu l'as laissé croire qu'il se la coulait douce à Seattle pendant qu'elle s'épuisait au travail. Et tu préparais tout ça pendant que Mélodie se bat pour sa vie. Et vous étiez d'accord avec moi, ajouta Vera, s'éloignant de Lisa comme si elle était contagieuse. Maman parla enfin, sa voix tremblante. Lisa Marie, comment as-tu pu? Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé. Ce sont des enfants, pas des billets de loterie. Lisa se tourna vers elle, les yeux flamboyants. Vous étiez d'accord avec moi. Vous tous. Vous avez dit que Rachel ne pouvait pas gérer ça, que les enfants seraient mieux avec quelqu'un de stable. Nous pensions que tu essayais d'aider, protesta Jérôme. Pas que tu complotais pour voler un héritage. Bryce n'avait pas fini. Il regarda directement le docteur Harrison. Elle a aussi appelé quelqu'un hier et a dit que si Mélodie mourait, elle connaissait quelqu'un qui pouvait accélérer les papiers de garde. Elle a dit qu'elle avait un juge qui lui devait une faveur pour une vente de maison. 2 agents de sécurité apparurent à la porte. Le docteur Harrison fit un signe de tête vers Lisa. Veuillez escorter mademoiselle dehors. Elle n'est plus autorisée dans le service de soins intensifs pédiatriques. C'est ridicule, cria Lisa, sa façade parfaite complètement brisée. J'essaie d'aider. Rachel ne peut pas gérer ça. Elle ne peut même pas payer sa facture d'électricité. Ses enfants méritent mieux. Ils méritent leur mère, cria Bryce, des larmes coulant maintenant sur son visage. Ils méritent quelqu'un qui les aime, pas quelqu'un qui les voit comme de l'argent. Maman a vendu ses bijoux pour acheter à Mélodie le matériel de dessin qu'elle voulait. Elle saute le déjeuner pour économiser de l'argent pour nos sorties scolaires. Ça, c'est de l'amour. Tu ne connais même pas la couleur préférée de Mélodie. C'est le turquoise, murmurai-je. Comme l'océan où nagent les dauphins. Lisa tenta une dernière fois, alors que la sécurité lui prenait les bras. Rachel, s'il te plaît. J'essayais de protéger l'avenir des enfants. Non, dis-je, trouvant ma force en me levant complètement. Tu essayais de voler leur avenir et leur passé. Tu m'as laissé croire que leur père était vivant alors qu'il était mort. Tu as laissé mes enfants penser qu'ils étaient abandonnés alors qu'en fait, leur père essayait de revenir vers eux. Le docteur Harrison se racla la gorge alors que la sécurité emmenait Lisa, ses talons de créateur claquant frénétiquement contre le sol pendant qu'elle protestait. Madame Carter, j'ai besoin de savoir pour l'opération. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, êtes-vous prête à prendre cette décision? Je regardais Mélodie, si petite dans ce lit d'hôpital, se battant sans même le savoir. Puis je regardais Bryce, mon héros de 7 ans qui avait tenu tête à des adultes 3 fois plus grands que lui pour protéger sa famille. Faites l'opération, dis-je fermement. Ma fille va survivre à ça. Elle a trop de raisons de vivre. L'opération a duré 6 heures. 6 heures à faire les 100 pas, à prier et à tenir la petite main de Bryce dans la mienne. Todd est resté avec nous, apportant du café et s'asseyant dans un silence solide et réconfortant quand les mots n'étaient pas nécessaires. Ma mère s'était rendue à la chapelle et à travers la fenêtre, je pouvais voir ses épaules trembler alors qu'elle priait et luttait probablement avec sa propre culpabilité. Les autres parents s'étaient dispersés,
Trop honteux pour rester, mais envoyant des SMS de soutien qui sonnaient creux après ce qu'ils avaient révélé. Bryce n'a jamais quitté mon côté. Maman, dit-il vers la 3e heure, me regardant avec ses yeux gris et sérieux. Je savais que tante Lisa mentait parce que tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu as 2 emplois, tu nous aides à faire nos devoirs et tu trouves encore le temps de nous lire des histoires tous les soirs. Ce n'est pas être faible. C'est un truc de super-héros. Je le serrai contre moi, respirant l'odeur de petit garçon de ses cheveux. Quand es-tu devenu si sage? Je t'observe, maman. Je vois à quel point tu te donnes du mal. Mélodie le voit aussi. C'est pour ça qu'elle dit toujours que tu es son héros dans ses rédactions, pas un personnage inventé. Le docteur Harrison apparut à la porte à la 6e heure, toujours en tenue de chirurgien. Son masque était baissé et il souriait. Vraiment souriant. L'opération s'est mieux passée que prévu, dit-il. Nous avons réussi à soulager la pression. Son cerveau a réagi immédiatement. Elle n'est pas encore sortie d'affaire, mais ses signes vitaux sont forts. Très forts. Je m'effondrai sur la chaise, les larmes coulant librement. Bryce grimpa sur mes genoux, chose qu'il faisait rarement maintenant, prétendant qu'il était trop grand. Elle va s'en sortir, maman. Je le savais. 2 jours plus tard, Mélodie ouvrit les yeux. Le premier mot qu'elle prononça fut « maman », faible et rauque, mais le plus beau son que j'ai jamais entendu. Le deuxième mot fut « Bryce ». Mon fils grimpa prudemment sur son lit, attentif à tous les tubes et fils. « Je t'ai entendu, petit frère », murmura-t-elle. « Je t'ai entendu nous défendre. Tu es mon héros. » « Je ne suis pas un héros, » dit Bryce, mais il souriait à travers ses larmes. « J'ai juste dit la vérité. » « Parfois, c'est la chose la plus courageuse que l'on puisse faire, » dit le docteur Harrison depuis la porte. Il était venu prendre de nos nouvelles personnellement, allant au-delà de ses fonctions habituelles. Les semaines suivantes ont apporté des révélations qui ont tout changé. L'avocat de Denny, M. Garrett, m'a contacté directement. Denny était en effet mort dans l'accident d'un petit avion 5 semaines auparavant. Il prenait des leçons de pilotage, travaillant pour obtenir sa licence afin de devenir l'homme qu'il pensait que ses enfants méritaient. Il était sobre depuis 18 mois. Il parlait constamment de Rachel et des enfants, m'a dit M. Garrett, me tendant une lettre que Denny avait écrite mais jamais envoyée. Il prévoyait de vous contacter pour l'anniversaire de Mélodie. Il pensait que ce serait un bon moment pour demander une seconde chance. La lettre était tachée par mes larmes avant même que j'aie fini de la lire. Denny s'excusait pour tout. Il n'était pas parti parce qu'il ne nous aimait pas, mais parce qu'il ne s'aimait pas lui-même et avait besoin de réparer ça d'abord. L'assurance vie était sa façon de s'assurer que nous étions protégés pendant qu'il travaillait à devenir meilleur. Le règlement de sa petite compagnie aérienne a porté l'héritage total à près d'un demi-million de dollars. Lisa a été accusée de fraude et de tentative d'ingérence dans la garde d'enfants. Au cours de l'enquête, ils ont découvert qu'elle volait des clients âgés, cachant des actifs lors de leurs transactions immobilières. Elle a perdu sa licence d'agent immobilier et a fait face à de multiples poursuites. La famille s'est complètement divisée. Certains la défendaient encore, prétendant qu'elle avait essayé d'aider de manière maladroite. La plupart se sont ralliés à nous, horrifiés par ce qu'elle avait tenté de faire. Ma mère a quitté la maison de Lisa pour une résidence pour personnes âgées près de chez nous. « J'ai tellement honte, Rachel », m'a-t-elle dit, tenant mes mains dans les siennes, usées par le temps. J'ai laissé Lisa empoisonner mon esprit avec son matérialisme. J'ai oublié ce qui comptait vraiment. Peux-tu pardonner à une vieille femme stupide? Il n'y a rien à pardonner, maman. Tu es là maintenant. Todd est devenu une présence encore plus constante, allant chercher les enfants à l'école quand j'avais des rendez-vous, apprenant à Bryce à utiliser des outils et montrant à Mélodie comment être forte en kinésithérapie. La famille, ça doit être présent, a-t-il simplement dit. J'aurais dû être plus présent avant. 6 mois plus tard, Mélodie était de retour sur le terrain de football. Elle courait plus lentement et se fatiguait plus vite, mais elle était là, son maillot turquoise brillant au soleil. L'entraîneur avait dit qu'elle pourrait être son assistante jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie, mais Mélodie a insisté pour jouer. Je n'ai pas survécu à une opération du cerveau pour rester sur la touche, a-t-elle annoncé, ressemblant tellement à son frère que ça m'a fait rire. L'école de Bryce a organisé une présentation, Mon héros, à la fin de l'année. La plupart des enfants ont parlé de pompiers ou de personnages de bande dessinée. Bryce s'est tenu à ce pupitre, juste assez grand pour atteindre le micro, et a parlé de sa mère et de sa sœur. Les héros ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, a-t-il dit, lisant ses notes soigneusement écrites.
Les héros sont ceux qui se relèvent à chaque fois. Ma mère se lève à 5 heures du matin pour préparer notre petit déjeuner avant le travail. Ma sœur s'est réveillée d'un coma qui aurait dû la tuer. Et parfois, être un héros, c'est dire la vérité quand tout le monde se tait. Ce soir-là, alors que je bordais mes 2 enfants dans leur lit dans notre nouvelle maison, un modeste 3 pièces que nous avions acheté avec une planification minutieuse et l'argent de l'héritage, Mélodie a demandé « Maman, pourquoi tante Lisa a-t-elle vraiment fait tout ça ?» Je lui ai caressé les cheveux, réfléchissant attentivement. Parfois, ma chérie, les gens laissent la jalousie et la cupidité les transformer en quelqu'un qu'ils ne sont pas. Tante Lisa a vu notre amour les uns pour les autres et l'a voulu pour elle, mais elle a essayé de le prendre au lieu de le mériter. Elle a oublié que la famille, ce n'est pas une question d'argent ou de maison, ajouta Bryce depuis son nouveau lit de l'autre côté de la pièce. C'est être présent et dire la vérité, même quand ça fait peur. Surtout quand ça fait peur, approuva Mélodie. En éteignant leur lumière, j'ai réalisé que mon fils de 7 ans avait donné une leçon à tout le monde ce jour-là à l'hôpital. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de défendre l'amour face à la cruauté, de choisir la vérité quand les mensonges seraient plus faciles. Parfois, les plus petites voix portent les vérités les plus puissantes. Le docteur Harrison m'a dit plus tard qu'il n'avait jamais rien vu de tel en 30 ans de médecine. Un garçon de 7 ans sauvant sa famille avec rien d'autre que la vérité et un iPhone usé. Mais je n'étais pas surprise. Après tout, je l'avais élevé en lui apprenant que l'intégrité est l'arme la plus puissante contre la tromperie. La dernière fois que j'ai vu Lisa, c'était au tribunal. Elle semblait plus petite, sa façade parfaite brisée au-delà de toute réparation. Elle a essayé de croiser mon regard, espérant peut-être le pardon ou la compréhension. Mais j'en avais fini de regarder en arrière. Mes enfants et moi avions un avenir à construire, un avenir basé sur la vérité, l'amour et les liens indestructibles qui avaient été mis à l'épreuve du feu et en étaient sortis plus forts. Cet avenir commençait en bordant mes enfants chaque soir. Tous les deux en sécurité, tous les deux en bonne santé, tous les deux sachant sans l'ombre d'un doute qu'ils étaient aimés au-delà de toute mesure. L'argent de Denny nous a apporté la sécurité, mais c'est le courage de Bryce qui a sauvé notre famille. L'amour défendu par la vérité est la force la plus puissante au monde. Et quelque part, peut-être, Denny savait que ses enfants étaient devenus tout ce qu'il avait espéré qu'ils seraient, forts comme leur mère, courageux comme le père qu'il essayait de devenir, et unis d'une manière que nulle somme d'argent ne pourrait acheter ou remplacer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché le cœur ou vous a rappelé le pouvoir de la vérité et de la famille, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Vos commentaires comptent énormément pour moi, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous. Et si vous voulez entendre d'autres histoires qui célèbrent le courage, l'amour et la force des liens familiaux, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous que parfois, les plus petites voix disent les plus grandes vérités.